Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Damien Saint-Laville, je suis généticien au CHU de Lyon. Donc, merci aux organisateurs d'avoir organisé cette 4e table ronde et je remercie toutes les personnes qui ont accepté de participer. Donc, cette 4e table ronde est sur le continuum soins-recherche, contexte, usage et conséquences. Et effectivement, par rapport aux autres sessions, en particulier celle d'avant où on a parlé de la place du parcours génomique, et effectivement, je réponds finalement à Dominique Stoppa-Lyonnais, Euragen aussi est bien dans ce cadre-là du soin, même si effectivement il y a un GCS, il y a des développements, mais néanmoins, et d'ailleurs le plan les appelle les laboratoires de biologie médicale France Médecine Génomique, et donc il y a Euragen et Sequoia qui sont bien ancrés dans le soin, et il a fallu effectivement, comme ça a été rappelé je pense hier, mettre en place tout ce parcours de soins qui évolue, et on voit bien qu'il y a encore des discussions, puisqu'en fait ça fait changer un certain nombre de choses. Et même si on est dans le soin et donc dans le diagnostic, se pose toujours la question de la recherche, et d'ailleurs souvent on utilise le terme plateforme, et donc on voit bien là qu'on est entre le soin et la recherche, et souvent en génétique on est sur cette ligne de crête entre le soin et la recherche, et donc c'est intéressant d'avoir des regards croisés. On a la chance d'avoir 2 sociologues, d'avoir un bioéthicien qui fait du droit, de la politique, et qui nous vient de McGill, l'université au Canada, et on le remercie d'être ici présent. Et sans tarder, je vais passer la parole tout de suite à Laurence Olivier Frèvre, qui est professeure de génétique, chef de service de génétique du CHU de Dijon. Je la laisserai se présenter un peu plus si elle le souhaite. Et donc on va essayer de suivre quand même les préconisations qui nous avaient été faites par les organisateurs. 5 à 10 minutes en fait de présentation, suivies de questions après les topos. Puis si on a le temps, on fera une discussion générale si c'est possible. Laurence, je te laisse tout de suite la parole. J'espère que... Merci Damien. Alors les diapositives, il y a eu un petit problème technique, donc elles sont un petit peu déformées, mais c'est pas très grave. L'important est qu'on les ait. Et comme il y a des images de patients donc, qui ont accepté le partage avec vous, elles seront probablement aussi un petit peu déformées, mais on fera avec. Alors, je suis effectivement la clinicienne de la table ronde. Donc, le but pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler effectivement de mon point de vue de clinicien et on va dire clinicien-chercheur, hein, puisqu'on a une interaction permanente entre un service clinique et une équipe de recherche. Et puis aussi en interaction avec des équipes des sciences humaines et sociales dans le cadre d'une fédération hospitalo-universitaire qui s'appelle Translad. Donc, il y a en l'occurrence plusieurs personnes de notre groupe SHS qui est présent aujourd'hui à La Réunion. Donc le but de cette partie qui était de présenter un petit peu quel était le continuum entre le soin et la recherche. Ce continuum entre le soin et la recherche, il a toujours existé en génétique, mais il est vraiment devenu beaucoup plus important avec la médecine génomique, et c'est un petit peu là-dessus que j'ai orienté le topo. Donc, comme je vous le disais, je vais partir alors peut-être vous prenez pas des photos parce qu'il y a des photos de patients. Ah ok, d'accord. En tout cas, parce qu'il y a évidemment un accord pour les montrer en réunion, mais juste qu'elles ne se trouvent pas ailleurs néanmoins. Alors, moi, je vais vous présenter 3 histoires de petits patients pour vous montrer 3 situations différentes d'interaction entre le soin et la recherche. Ici, on part avec une petite fille vue en consultation quand elle était toute petite. On trouve une variation. Alors, il y a des trucs qui ont sauté apparemment, mais c'est peut-être le passage de Mac. Mais ce n'est pas très grave, on n'est pas ici dans une session de génétique formelle. On a trouvé une variation dans un gène bien connu, mais qui n'avait rien à voir avec les signes cliniques que présentait cette petite fille. Le premier réflexe des biologistes a été de dire cette variation elle est super convaincante, mais c'est pas du tout ce qui est attendu. Normalement, c'est des enfants qui vont avoir une très grande déficience intellectuelle, alors que cette petite fille était très, très brillante, et elle avait beaucoup de malformations physiques, ce que les autres n'avaient pas du tout. Donc, en fait, il a fallu plusieurs années de travail, de recherche, pour finalement classifier cette variation qui a été du coup dite de signification inconnue parce qu'elle ne collait pas bien avec les signes de cet enfant, pour pouvoir retourner au diagnostic. Et donc, une variation qui est venue du diagnostic, qui a nécessité un passage en recherche pour revenir au diagnostic. Finalement, avec des appels à collaboration, on en dira un petit mot juste après, on a pu retrouver d'autres patients qui ont la même chose et puis du coup démontrer que maintenant, avec ce gène, on peut avoir ce type de manifestation clinique. Un autre exemple différent,
qui est un patient qui a donc un syndrome de Marfan, indiscutable, mais les études génétiques étaient restées complètement normales pendant des années dans le cadre du soin. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire en sorte que les personnes viennent en recherche, participer à un projet de recherche pour essayer d'identifier la cause génétique. On connaissait dans ce cas-là, a priori, le gène qui était concerné, et la recherche permet d'identifier une variation non visible sur les autres techniques par une analyse de génome qui permet de trouver la cause de ce patient. Donc, de nouveau, une demande de diagnostic, mais un passage en recherche pour rendre un diagnostic. Troisième et dernier exemple, qui va être des situations de patients où on va avoir une démarche de diagnostic qui est négative. On n'a aucune idée de quelle pathologie ils peuvent avoir, à la différence du précédent. Et c'est donc par la recherche qu'on va pouvoir du coup identifier un nouveau gène et finalement aboutir à un diagnostic pour ces patients et pour les autres qui seraient connus à l'avenir. Qu'est-ce qui a changé aussi ces dernières années avec la génomique, dans le continuum soins-recherche? C'est un partage. On a tellement de données qui sont exploitables par le diagnostic dans le cadre de la recherche que finalement les compétitions qui étaient présentes avant entre chercheurs ont fait place à une collaboration extrême pour mettre ensemble toutes les données. Et puis, des fois, ça va être certaines équipes qui vont s'occuper de décrire un nouveau gène en association avec tous les autres. Des fois, ça va être d'autres équipes et ça tourne comme ça. Et on se retrouve effectivement avec des collaborations un petit peu de partout, de par le monde, de par la masse de données qu'amène ce continuum soins-recherche. Alors, la question du consentement éclairé par rapport à ce continuum soins-recherche, effectivement, le consentement doit comprendre, et il comprend le consentement de génétique, le choix de participer à la recherche, habituellement aussi au partage de données, qu'on ait une situation où on a un diagnostic ou on ne l'est pas. Par contre, effectivement, ce consentement qu'on a dans le cadre du soin avec la mention de la recherche, il ne va pas non plus pouvoir être un gage de faire tout ce qu'on veut après. Et il y a plein de choses plein de bémols à avoir. En général, il faut, au cas par cas, revoir avec les structures, la DRCI, les DPO, en particulier quand il y a des questions de partage à l'étranger. Le fait d'obtenir un nouveau consentement oral, si jamais on n'a pas besoin d'un nouveau prélèvement, quand on a une nouvelle idée. Et puis par contre, quand on fait de nouveaux prélèvements de recherche, refaire un prélèvement spécifique. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de consentement dynamique et c'est une perche que je lance là. J'aimerais bien avoir des nouvelles là-dessus parce que c'est vrai qu'on nous a en général dit que c'était le groupe éthique, le groupe du plan qui s'occupait de ça, mais c'est vrai qu'on a à notre niveau généticien pas trop d'infos dessus, mais par contre on est très d'accord pour faire partie de l'expérimentation. Une diapositive dans le continuum soins-recherche sur l'importance de pouvoir, au sein de nos services cliniques, être le hub, si on veut, de projets de recherche avec les patients pour avancer dans le bon sens. Et là, donc, cette diapositive, c'était juste pour aller très vite sur toutes les études qu'on a pu faire au sein de la FHU sur les données secondaires issues du séquençage de l'exome ou du génome, avec des études publiées, d'autres qui sont en cours et qui rendent une importance super entre des liens entre cliniciens et chercheurs et puis entre le soin et la recherche. Donc ça sera ma dernière diapositive, juste pour signaler qu'effectivement tout ce continuum soins-recherche et la clinique, la génomique, le fonctionnel et les SHS font partie d'un programme très intégré qu'on peut avoir au sein de notre équipe de recherche GAD, donc qui est l'idée par Christelle Thauvin qui est là-haut, et la FHU Translad, dont le but de cette fédération hospitalo-universitaire était vraiment l'arrivée du séquençage haut débit
dans le soin et dans la recherche, et comment est-ce qu'on se mobilise par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup pour ces illustrations qui montrent bien ce continuum, cet aller-retour, on recherche, on revient aux patients, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuellement parmi les autres intervenants ou dans les publics ? Merci beaucoup. J'avais une petite question. En fait, quand vous dites finalement la recherche permet de poser un diagnostic, est-ce que le diagnostic il va au-delà de la simple identification du gène ? Qu'est-ce que ça implique en termes de prise en charge ? Merci. Donc, si jamais on trouve un nouveau gène, c'est ça ? Oui, comme l'exemple que vous avez fait. Alors, du coup, ça veut dire que tout commence là, parce que la pathologie est en général pas décrite. Donc, c'est vrai que maintenant, ce qui change beaucoup habituellement, quand on décrivait un nouveau gène, dans le passé, si on avait 3-4 patients qui avaient la même chose, on était content. Et c'est vrai que maintenant, avec ce partage de données très actif, on voit de plus en plus où les premières publications vont avoir des cohortes de 20-30 patients, ce qui veut dire qu'on va commencer à apprendre sur cette cohorte de départ. Une fois qu'un nouveau gène est décrit, ça veut dire que les laboratoires de diagnostic vont pouvoir dépister d'autres patients et logiquement, de nouvelles publications vont s'enchaîner pour pouvoir avoir de plus de données et on va commencer à faire nos recommandations à partir de ça. Et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des équipes, souvent la première équipe qui a décrit, qui devient un petit peu référente pour colliger un peu toutes les informations et essayer de déterminer des recommandations de suivi. Je voulais juste faire une remarque par rapport à tes derniers mots qui ont dit le continuum ou la collaboration entre cliniciens et chercheurs et le continuum entre soins et recherche. En fait, souligner la différence qu'il y a entre la relation interpersonnelle qui se met en place et qui rend un certain nombre de choses possibles, et puis l'aspect structurel de l'organisation d'un continuum ou pas, entre un système qui est le soin et un système qui est la recherche. Et je pense qu'il y a ces deux aspects. Et c'est peut-être ce qui sera abordé par d'autres, mais je voulais juste dire que ça résonnait pas mal pour moi. Peut-être pour faire écho à ce qui avait été dit avant et par rapport à ce que Anne vient de dire, il y a aussi le patient partenaire, côté clinique, côté recherche, et des associations qui se créent, d'ailleurs même sur des nouveaux, et même sans diagnostic, tu pourras peut-être en dire un mot, où il y a vraiment un souhait d'aller vers le diagnostic. Alors bien sûr, une fois qu'on a le diagnostic, il y a tout ce qui est après, la question qui a été posée, et la réponse qui a été faite, mais il y a le soin, il y a la recherche, et il y a aussi le patient partenaire, et puis pour aller sur ce que disait, je crois que c'était Dominique, il y a la famille partenaire aussi finalement, parce que dans nos études, il n'y a pas que le patient. Merci Laurence, merci pour cette présentation. Je me posais des questions sur la notion de consentement dynamique que tu as abordée. Si je comprends bien, il y a eu un premier diagnostic grâce à une première identification de gène, mais en fait, d'après ce que tu disais, en fait, la recherche va continuer, et c'est ça en parallèle, avec la possibilité de pouvoir obtenir de nouveaux résultats tout au long du parcours de soins, c'est ça, du patient. Alors, la continuité peut arriver. Donc, si jamais on a un diagnostic, on peut continuer pour essayer, par exemple, de comprendre la fonction du gène, essayer de trouver des pistes pour une thérapie. Si jamais on n'a pas de diagnostic, ça peut être pour continuer une démarche de trouver un diagnostic dans le cadre de la recherche. Et effectivement, c'était un petit peu les exemples cliniques que j'avais pris. Donc l'idée effectivement, les gens donnent un consentement à un moment donné. Il y a certaines situations, comme on l'a abordé, où on refera signer un consentement, mais d'autres fois, par exemple, si on continue s'il n'y a pas de diagnostic et continue la recherche d'un diagnostic, on peut continuer avec le consentement initial. Et c'est vrai que des fois, ça nous arrive de continuer et puis d'arriver à une réponse 7 ans plus tard. Et la question peut être est-ce que les personnes étaient toujours demandeuses de quelque chose à ce moment-là ? Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été réalisées, en particulier à l'étranger, sur le fait que
ce consentement dynamique pourrait permettre aux gens en fait, de mettre à jour leurs souhaits. Alors c'est vrai que je pense que sur le plan technique, c'est très compliqué probablement à mettre en place, un truc où ils auraient un lien, où ils pourraient aller modifier leurs souhaits. Du coup, la discussion en France, je ne sais pas où elle en est, mais peut-être que Anne ou d'autres peuvent nous renseigner. Et je pense que Heidi avait travaillé... T'es où, Heidi, là-haut? Tu avais travaillé sur la notion du consentement dynamique, hein, je pense, à un moment donné dans tes recherches. Merci. Alors, oui, on a regardé les notions de consentement dynamique et une collègue à Uppsala et aussi en Italie, elle est aux deux places, Deborah Mascazoni. En fait, c'est elle qui a créé la première démarche de consentement dynamique qui a après été repris par Jane Kay à Oxford. Et alors, eux l'utilisent tout le temps maintenant. Et je veux dire, ça dépend ce qu'on veut dire par dynamique aussi. Hein, des fois, dynamique, ça veut dire que c'est plus que juste une rencontre. Ça peut vouloir dire qu'on fait une vidéo en premier, après on les voit, après ils reçoivent un courriel, un mail et ils répondent. Alors, il y a plein de formes de consentement dynamique. Nous, dans nos études, c'était souvent des études dans le cadre d'un projet scientifique, c'était souvent les coûts. Hein, les coûts de développer un tel consentement et aussi les coûts de suivre les différents choix des patients ou des participants à la recherche. Parce que ce n'est pas juste d'installer un site Internet et de les laisser répondre oui, non. Il faut que quelqu'un suive tout ce qui se passe. Il faut faire les updates. Il faut faire les updates aussi dans les banques de données, etc., etc. Alors, les coûts et tout le setup, c'était vraiment un engagement qu'il y avait peu de groupes qui voulaient prendre cet engagement. Et je peux penser à des groupes maintenant qui le font au moins un petit peu. Il y a des groupes en Norvège. Oui, ça commence. Des fois, une petite vidéo à l'amont, après une rencontre, après une autre vidéo, une deuxième rencontre. Mais ça se fait surtout... ce genre d'engagement se fait surtout pour les projets à longue haleine, hein, mais genre très longue haleine. Je veux dire, des projets de recherche qui savent déjà qu'ils vont vouloir retourner voir les gens ou avoir leurs données de santé 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Alors, ouais, pour le moment, c'est les coûts, en fait. C'est une bonne idée, mais ça coûte cher. Dernière intervention courte. Je crois que c'est utilisé dans la cohorte Constance, qui est une cohorte épidémiologique de santé. Je crois qu'ils ont un consentement un peu, que j'appellerais un peu dynamique, dans le sens où, selon les projets, ils proposent en fait, au fur et à mesure, d'autres choses avec des propositions simples. Enfin voilà, donc il y a une question d'aller-retour en fait entre le patient. C'est pour moi un des exemples qui existent sur le territoire, avec aussi l'équipe de Madame Bamzer qui travaille beaucoup sur les questions de consentement dynamique aussi. Merci pour cette précision. Anne, oui. tu avais des informations à donner, du coup, peut-être, je crois. Hein. Oui, alors le groupe de travail avait eu à un moment donné une discussion avec les responsables techniques pour la partie informatique mise en place. Et puis il y a eu d'autres choses plus urgentes par rapport à... Et ce qui fait que je ne sais pas où ça en est. Mais moi, j'aime pas la notion de consentement dynamique. Je préfère de beaucoup le concept de processus de dialogue au long cours. Parce qu'en fait, ce qui compte, et c'est ce que vient de dire Heidi, d'une certaine façon, c'est ce maintien du lien et du dialogue qui amène éventuellement à une modification de consentement, où là, on est plus sur comment le faire en termes d'outils. Mais si on se concentre sur l'outil et le consentement et le fait que le patient puisse modifier ses préférences, on manque toute cette partie qui est le processus de dialogue qui est suivi par le consentement, mais qui est le cœur et, j'allais dire, la substantifique moelle de cet échange. Et je ne suis pas sûre qu'on ait peut-être les moyens
et en tout cas la capacité de mettre ça en place pour le moment. Alors est-ce que finalement aller sur le consentement dynamique en tant qu'outil, sans penser le processus de dialogue au long cours, est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que c'est finalement faire... Oui, oui, je pense, oui. Merci, cette discussion était effectivement importante. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à... C'est Pascal après, normalement. Pascal Ducournau, donc, maître de conférence d'université, sociologue. Je vais le laisser se présenter plus longuement. Et donc, il va nous rapporter plutôt son expérience sur une enquête sur l'utilisation des tests génétiques achetés sur le web. Et je vais le laisser développer. Voilà. Merci. Merci de me passer la parole. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, ça vient d'être dit. J'ai plutôt une formation à la base de sociologue, mais dans un contexte interdisciplinaire où très tôt j'ai été familiarisé aux questions d'éthique biomédicale. Et puis, chemin faisant, j'ai même consacré une partie de mes activités aux questions d'éthique, puisque je préside actuellement le comité d'éthique de la recherche de l'université Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est du coup du point de vue de cette double casquette, quoi, que je vais essayer de parler de cette question du continuum recherche-soins, informé donc de l'ensemble de ces points de vue. Je vais essayer de montrer que au-delà de l'intérêt, de l'espoir que peut susciter le continuum soins-recherche, ce continuum peut aussi potentiellement produire du brouillage de frontières, au moment où il y a des recouvrements, brouillage de frontières entre le soin en tant que tel et la recherche, et que ce brouillage de frontières peut être à la source d'un certain nombre de questionnements, de problèmes de type éthique. Alors, on pourrait dire qu'on pourrait décomposer ce continuum de deux manières. Là, je remercie d'ailleurs Benjamin qui est à côté de moi et qui interviendra par la suite, mais on avait réfléchi un petit peu avant à la manière de décomposer le continuum, c'est-à-dire soit en premier cas, on va du soin vers la recherche, deuxième cas, on va plutôt de la recherche vers le soin, et ça implique à chaque fois finalement des questions et des problématiques un petit peu différentes. Alors, dans le premier contexte, où on est au sein d'un parcours de soins, où un patient, par exemple, connaît une suite d'échecs thérapeutiques, par exemple, et au bout d'un moment, il en vient en fait à rentrer dans une expérimentation médicale qui prend l'allure du coup d'un traitement de la dernière chance, avec l'espoir éventuellement que ça pourrait susciter, alors on va avoir à ce moment-là, on tombe, on va dire, sur un problème assez classique qui est une situation de flou entre ce qui relève du soin et ce qui relève de la recherche, et qui peut faire naître un ensemble de questions éthiques. C'est-à-dire dans quelle mesure, finalement, le patient a bien compris qu'on fait de la recherche sur lui et on n'est pas en train de le soigner en tant que tel. Divers auteurs dans le domaine de la bioéthique ont pu développer, par exemple, les notions de therapeutic misconception, par exemple, sur ces questions-là, ou therapeutic optimism, qui traduisent finalement le fait qu'on a affaire à des populations vulnérables de par leur état de santé, et qui peuvent finalement facilement se laisser abuser, parfois, par la promesse d'une guérison. Bien évidemment, la question de l'autonomie de choix, du consentement éclairé, se pose avec une acuité particulièrement forte pour ces patients, dans cette situation finalement où on ne peut pas facilement distinguer ce qui ressort du soin et de la recherche. Alors, cette situation, elle peut être générée parfois par une communication qui peut abuser le patient, majorant les bénéfices et minimisant les risques, mais
dire, ça c'est peut-être les cas les plus flagrants et qui peuvent donner, d'ailleurs, être suivis de conséquences en termes juridiques, hein, y compris pour les médecins. Mais aussi, il n'y a pas forcément quelque chose d'intentionnel. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi, la plupart du temps, et je l'avais moi-même expérimenté lorsque j'avais fait des entretiens avec des expérimentateurs dans le domaine de l'oncologie, j'avais été très marqué aussi par le fait que les médecins, chercheurs, développaient eux-mêmes une croyance, une foi extrêmement importante dans la capacité thérapeutique de leurs expérimentations. Donc de ce point de vue-là, ils peuvent être aussi amenés à entretenir finalement ce risque. Le deuxième contexte, celui donc qui irait plus de la recherche vers le soin, me semble aussi être dans ce continuum propre à générer des zones de brouillage, des zones de frontières qui là aussi peuvent questionner. C'est plus particulièrement le cas avec la génomique, les études génomiques servant par exemple à mettre au point des tests et des tests génétiques pour des susceptibilités à diverses maladies, lorsque, par exemple, la mise sur le marché ou la prescription d'un test génétique se fait trop tôt, de manière trop précoce, sans qu'il y ait eu forcément validation de la sensibilité ou de la spécificité du test proposé. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir. Alors, c'est ce qu'on voyait du moins à une certaine époque sur Internet, lorsque le marché du test génétique s'est développé, où on pouvait, sur la base d'une publication, simplement, proposer une évaluation de risque sur le test génétique vendu. Le patient, enfin pas forcément le patient, mais l'acheteur se trouvant du coup en possession de facteurs de risque génétique sur la base d'une information scientifique très peu, en tout cas très peu répliquée initialement. Et dans ces cas-là, on a, en tout cas, ça avait fait l'objet d'une étude que j'ai menée il y a quelques années, avec un ouvrage qui est paru il y a 4 ans, où je m'étais très fortement interrogé finalement sur cette situation, disons, où les personnes qui recevaient leurs résultats étaient invitées en fait à se considérer uniquement comme un être biostatistique, sans faire, avec principalement on va dire un risque lu sur la base de leurs marqueurs génétiques, sans prise en compte des autres facteurs pouvant contribuer au déclenchement d'une maladie, et avec du coup des réactions parfois très angoissées de certaines personnes. Je me souviens par exemple de l'étude d'un blog, d'un forum consacré à des personnes qui étaient en possession d'un double exemplaire d'ApoE4 et qui finalement disaient mais il faudrait être un robot, je cite, il faudrait être un robot pour ne pas s'émouvoir face à de tels résultats. C'est-à-dire il faudrait être finalement ne pas être un être de chair, de sentiment. Il faudrait être un être artificiel, robotisé, pour ne pas avoir finalement de soucis et de sensibilité dans la réception de ces résultats. Donc au final, que ce soit dans le contexte, premier contexte, du soin vers la recherche, ou dans le second, recherche vers le soin, il me semble que ce continuum soin-recherche fait apparaître un certain nombre de zones de brouillage, où parfois il serait peut-être nécessaire, alors d'un point de vue plus éthique, disons, de construire, de mettre en place de la discontinuité dans le continuum, au moins temporairement, mais afin d'éviter que des situations trop problématiques ne s'y développent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet éclairage avec cette vision soin-recherche, projet-soin, la notion de discontinuité intéressante, les notions aussi d'incertitude, de conflit qu'il peut y avoir. On a le temps pour 2 ou 3 questions. Est-ce que vous avez des questions ? Dominique. Merci.
Merci, merci pour votre intervention très claire. C'était juste un commentaire. C'est à propos de l'émergence des tests, notamment DTC, qui sont en fait issus des études génome entier. Et comment dire, on a eu, en fait, il y a un hiatus entre la validité scientifique d'un SNP qui nous donne un risque relatif de 1,05, 1,1, enfin, dont on ne fait rien, mais la validité scientifique est très solide, c'est des petits p, moins 70, enfin, des choses extravagantes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette validité scientifique, enfin, sur cette validité scientifique, s'est appuyée une proposition de test, mais qui n'avait aucune utilité médicale. Et je pense que voilà, c'est des paramètres extrêmement importants à prendre en compte. Et c'est peut-être la question qui doit être, pour laquelle on doit être obsessionnel, c'est quelle est l'utilité médicale de tel test. Ouais, c'était juste un commentaire. Vous voulez réagir? Oui. Oui, merci pour cette remarque. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, la validité médicale et son utilité pour le patient, à pouvoir l'éclairer dans sa conduite de vie d'une manière ou d'une autre. D'autant plus que, c'est vrai qu'il faut réfléchir à l'environnement dans lequel les résultats sont reçus. Comment est la personne, avec qui elle peut en parler, ne pas en parler, etc. Donc c'est vrai que la validité médicale, je pense que c'est aussi, il faut réfléchir aussi finalement à l'environnement dans lequel le résultat d'un test peut prendre sens. Là, je parlais y compris de validité scientifique, avec quelques exemples, je ne les ai pas en tête, mais je pourrais vous les fournir si vous souhaitez, de tests qui étaient marketés, délivrés, sur la base on va dire, d'une base scientifique extrêmement faible, voire même une seule publication concernant une association entre un marqueur et une maladie, et que ça fait du coup l'objet immédiatement d'une proposition de test. Alors, je sais qu'il y a eu une certaine mise aux normes de ce côté-là, mais il y a une dizaine d'années, on pouvait trouver, je crois, 300 maladies, je ne sais plus, mais sur 23 émois, proposer des associations statistiques et des risques de maladies pour plus de 300 pathologies différentes, quoi. Donc là, il y avait beaucoup de questions à se poser à ce moment-là, quoi. Merci beaucoup pour donc cette introduction de la notion de discontinuité. Donc, vous avez posé la problématique et en fait, comment vous y répondez? Donc, parce que vous avez objectivé des situations de zones floues, mais effectivement, ça fait partie, je dirais presque, en tout cas dans le premier sens du soin vers la recherche, je trouve que c'est quand même vraiment partie de la pratique clinique d'être quand même fréquemment borderline. Chaque patient finalement pose des problématiques différentes. On est obligé d'adapter des guidelines et donc là, on va un peu plus loin parce que si on applique de la recherche, est-ce que ça ne tourne pas autour de tout ce qui est information, être clair, donc c'est du temps passé avec le patient, et comment on peut avancer dans cette problématique de zone floue? Question difficile. Merci. J'ai pas la réponse. Il y a aussi un certain nombre de travaux qui ont été publiés sur la question, sur la manière d'informer un patient en fonction de sa vulnérabilité, de son état psychologique, social, etc. Donc il y a aussi une littérature qui peut être très utile pour guider le travail des équipes médicales. Maintenant, dernièrement, je lisais, en tout cas des papiers qui disaient qu'en fait, ça faisait 30 ans que la thérapeutique misconception était toujours présente, finalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé, malgré un ensemble de travaux, à venir à bout, finalement, de ce problème-là, quoi. Donc, de fait, il y a quand même une persistance, quoi, de cette problématique-là. Maintenant, probablement que cette persistance doit, je pense, interroger, quoi. Et essayer de faire des choses, pourquoi pas de nouvelles recherches dans ce domaine-là, permettrait, je pense, en tout cas, de retravailler une question fondamentale qui, depuis Nuremberg, le code de Nuremberg, depuis la déclaration d'Helsinki aussi, qui est celle de la construction de l'autonomie de la décision du patient, quel que soit le contexte dans lequel on le sollicite.
Et je pense que de toute façon, c'est un projet de longue haleine, et je ne pense pas qu'on y arrivera absolument. Mais en tout cas, il ne faut pas... je pense que c'est un horizon de sens qu'il faut essayer de viser toujours. Voilà. Dernière question, sur le temps de presse. Oui, ça ne va pas être long. En fait, c'est pour vous deux qui ont déjà parlé. En fait, les exemples de soins vers la recherche qu'a donné Laurence par rapport aux exemples que tu as pris, dans un cas, c'est du diagnostic, et la therapeutic misconception, c'est beaucoup plus par rapport à une thérapeutique. Et je me demandais si, justement, à travers le plan et à travers la médecine génomique, cette question d'aller vers le diagnostic, parce qu'on ne sait pas dire, on ne sait pas caractériser, on ne sait pas dire, crée, et alors donc on va chercher de la connaissance. Et c'est plus facile à concevoir que c'est de la recherche, parce qu'on ne sait pas dire, on ne sait pas caractériser, on va chercher de la connaissance, que dans un cas de thérapeutique où on a tout essayé et où on va faire un autre traitement ou essayer quelque chose qui est qui est de la recherche, mais qui s'apparente à qu'est-ce qu'on sait faire. Or, dans la génétique, dans beaucoup de cas, et en tout cas les cas que tu as montrés, c'est vers le savoir-dire, enfin savoir caractériser et donc savoir dire. Et c'est plus facile, je pense, à concevoir, peut-être je me trompe, que c'est de la recherche et ça va aider à caractériser, mais on n'est pas dans cet aspect, qu'est-ce qu'on va faire? On va me sauver. C'est un diagnostic, c'est important, c'est hyper important, mais ça ne sauve rien du tout, quoi. En première intention, ça vient plus tard. Et je me demandais s'il n'y a pas une capacité justement d'utiliser cette génétique et ce parcours-là de soins vers la recherche pour progresser sur cette dimension de misconception thérapeutique dans un contexte où c'est plus facile de faire la différence. Bien. Là aussi, merci. C'est peut-être une piste à explorer et du coup, ce contexte spécifique pourrait fournir des pistes utiles, éventuellement étendables à d'autres contextes, absolument. Maintenant, je pense que dans les cas dont a parlé Laurence, il y a aussi des attentes très fortes, je pense, de la part des familles, des parents. Il peut y avoir aussi une succession une errance, qu'on appelle une errance de réponse, une errance thérapeutique aussi. Et je pense qu'elle peut être amenée aussi à recevoir des parents, des familles en forte demande aussi de réponse face à la souffrance de leur enfant. Merci beaucoup. Bien qu'on va passer à la troisième intervention, donc Benjamin Derbez, donc qui est également sociologue, maître de conférence à l'université à Paris 8, et qui a récemment publié un livre sur devenir sujet de recherche, l'expérience des malades du cancer en essai clinique, et je pense qu'il va nous parler également de cette expérience sur le plutôt cancer. Je vous laisse la parole. Merci. Exactement. Donc je suis sociologue et donc j'ai été conduit à m'intéresser à la question du continuum soins-recherche dans deux recherches différentes. Donc la première, effectivement, qui vient d'être évoquée, c'est celle de l'expérience des malades du cancer, donc qui sont inclus dans des essais cliniques, donc dans des expérimentations. Et puis deuxièmement, aussi un peu de manière moins directe, mais quand même présente dans deux recherches que j'ai menées, donc sur l'information de la parentèle en génétique et le passage au séquençage haut débit en oncogénétique aussi. Alors ce qui me semblait intéressant dans le cadre de cette communication, là, très rapidement, c'est de mettre en regard ces deux terrains, ces deux recherches, pour éclairer un petit peu la situation du continuum soins-recherche en génétique ou en génomique. Pourquoi ? Eh bien, Pascal vient de le dire, il a un peu spoilé ma présentation. Rapidement, donc, dans le cadre des essais cliniques, ce que j'ai montré, c'est que tout le travail, alors ça répond peut-être un peu à une question qui vient d'être posée, tout le travail des investigateurs au sens large, médecins, infirmières de recherche clinique, techniciens de recherche clinique, mais aussi, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, les patients eux-mêmes, dans le cadre des essais cliniques, ils travaillent à mettre
de la recherche dans du soin. Et ça, je reprends, c'est une expression d'une infirmière de recherche clinique qui m'a dit ça un jour sur le terrain. Nous, on essaye de mettre de la recherche dans du soin. Et inversement, dans l'oncogénétique ou dans la génétique, ce que j'aimerais essayer de montrer, c'est que peut-être que la question, elle est de mettre du soin dans la recherche. Et je rebondirai ici sur la métaphore employée par Dominique Stoppalione ce matin de la claudication, quand elle disait que voilà, dans le domaine, voilà, il y avait la génétique médicale, la clinique, le diagnostic et puis la recherche. On a bien vu qu'il y avait des passages de l'un à l'autre. Et donc, elle disait que la recherche était, je cite, un peu à la traîne. Comme si la recherche était toujours à la traîne. En fait, c'est peut-être un peu plus compliqué ça. Enfin, en tout cas, c'est une question que je poserai. C'est s'il y a une claudication, il y a peut-être une jambe aussi qui avance et que les deux, elles avancent l'une après l'autre. Donc voilà. Alors peut-être pour commencer, rappeler effectivement le fait qu'il y a une discontinuité quand même entre le soin et la recherche au plan conceptuel, c'est-à-dire que la recherche elle a pour finalité de produire des connaissances rigoureuses scientifiques, alors que effectivement le soin il vise à améliorer par définition la santé d'un individu qui en a besoin. Donc il y a une différence de nature entre ces deux-là. Donc on peut interroger la notion finalement de continuum soin-recherche, et s'il y a un continuum, c'est qu'il est produit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent à produire ce continuum. Et s'il y a un brouillage, comme le disait Pascal Ducournau, si on peut avoir le sentiment parfois qu'il y a un brouillage entre les activités de soins et recherche, c'est qu'il y a aussi un travail de brouillage. Il y a un travail en tout cas d'articulation. Et plus exactement un travail d'articulation, de négociation du sens de faire de la recherche dans un cadre de soins. Alors ça, c'est le premier point. Et je pense que ça, c'est commun aux essais en oncologie médicale et également à la génétique médicale, le fait que les acteurs travaillent, c'est ce qu'on peut montrer sociologiquement quand on fait du terrain, ils travaillent à tomber d'accord sur un certain sens de l'articulation entre la recherche et le soin, et c'est comme ça qu'on produit finalement un consentement d'une certaine manière éclairé, même si il n'est pas, on a pu le montrer par ailleurs, toujours complètement éclairé. Donc au niveau, premier point, au niveau des essais cliniques en cancérologie, alors donc, moi j'ai travaillé essentiellement sur des essais de phase précoce, essais de phase 1 et phase 2 principalement. Donc effectivement, on est sur des essais qui s'inscrivent dans des parcours, dans des trajectoires de soins, et on peut arriver à montrer comment la recherche elle peut intervenir à un certain moment de ce parcours. Et j'ai en tête par exemple l'exemple d'un patient qui me dit, il m'explique qu'on lui a proposé assez tôt dans son parcours de participer à un essai clinique qu'il a refusé à l'époque, alors que quand je le rencontre, il est inclus dans un essai clinique. Donc je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez refusé dans un premier temps, accepté dans un deuxième? Et il m'explique, il me dit, c'est parce que j'étais prêt. C'est parce que j'étais prêt, et il met en lumière le fait que qu'est-ce qu'il a préparé? C'était la suite, la série des traitements qu'il avait eus et qui avaient finalement échoué. Et donc, quel était le fondement finalement de ce continuum entre la recherche, le soin et la recherche? C'est un continuum d'incertitude. Le terme, il est apparu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'acculturation à l'incertitude des traitements. Le patient comprend petit à petit que les traitements ne vont pas forcément marcher, et que incertitude contre incertitude, à un moment donné, peut-être que la recherche, elle devient équivalente en termes d'incertitude à un traitement validé. Donc voilà la première idée, c'est que le continuum, il est produit, il est socialement produit dans des négociations, dans des interactions quotidiennes qu'il faut documenter finement. Et puis, il est appuyé aussi, fondé d'une certaine manière sur ce continuum d'incertitude.
dans le cadre des essais cliniques. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans plusieurs travaux. Au niveau de la génomique, il me semble, et c'est ça que je voudrais... Alors c'est plutôt des questions hein, que j'ouvrirai. J'ai le sentiment que effectivement, on est plus dans un rapport inverse, c'est-à-dire un peu symétrique, de chercher à mettre du soin dans des études de recherche. Et c'est vrai qu'on a des représentations sociales concernant la génétique et la génomique qui mettent l'accent justement sur cette dimension de recherche pour tout un chacun à l'extérieur de cet amphithéâtre. La génétique, ça a une connotation de recherche. Et on a l'idée aussi que on peut arriver à trouver, comme on disait tout à l'heure, des mutations ou des anomalies dont on ne connaît pas la signification, ou dont on connaît la signification clinique, mais pour lesquelles on n'a pas de traitement, on n'a pas nécessairement de prophylaxie adaptée, etc., ou de mesures de prévention. Donc, encore une fois, je reprends cette métaphore de la claudication que Dominique Stoppalione a employée ce matin. Je la trouve extrêmement parlante parce qu'on a le sentiment qu'en génétique, il faut accumuler un certain nombre de données, donc constituer des banques de variants de plus en plus importants, échanger à l'international, effectivement, pour mutualiser tout ça, pour faire des corrélations entre génotype et phénotype, de telle sorte à pouvoir évaluer les risques, notamment, ça c'est le cas en oncogénétique de manière assez claire, affiner l'évaluation des risques. Pourquoi ? Pour pouvoir proposer des mesures de prophylaxie qui sont les mieux adaptées, les plus personnalisées. Donc il me semble que dans la génétique, on a un mouvement qui va plutôt de la recherche vers le soin, au sens où, et c'est pour ça que je ne sais pas si la recherche est toujours à la traîne ou si elle est pas aussi au début déjà. Donc, mais on court un peu, entre... Il y a un cercle où la recherche court après le soin et le soin court après la recherche, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et du coup, je pense que le fondement de l'articulation ou du continuum soin-recherche, c'est toujours un travail. Donc on le voit quand on observe des consultations, moi comme je l'ai fait en oncogénétique, on voit qu'il y a tout un travail de la part des professionnels et en lien donc avec les patients, d'échanges pour essayer de trouver du sens au fait de consentir à faire un panel de gènes dans lesquels on est susceptible de retrouver, comme on le disait tout à l'heure, des anomalies qui ne sont pas actionnables ou des variants de signification inconnues, donc qui peuvent être potentiellement anxiogènes. Et si on admet, mais ça c'est une question que je pose, si on admet que effectivement la recherche d'une certaine manière précède le soin, on va dire que ce qui fonde le continuum soin-recherche, dans ce cas-là, c'est une promesse. Et je reprends encore, je suis désolé Dominique de reprendre à chaque fois ce que tu as dit, mais tu as employé le terme promesse tout à l'heure, si j'ai bien entendu, et je pense qu'il y a une forme d'économie de la promesse dans la génétique, c'est-à-dire qu'on promet, et notamment même dans la médecine personnalisée, on promet que grâce aux études, aux recherches que l'on va faire sur vos variants, etc., qu'on va mettre en banque, on va vous donner une meilleure médecine demain. Mais d'une certaine manière, le continuum, il est de l'ordre de la promesse. Voilà. Et c'est sensiblement différent que d'établir un continuum sur un continuum d'incertitude, des degrés d'incertitude, comme c'est le cas. Voilà. Donc je m'arrêterai là pour ouvrir la discussion. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et aussi cet éclairage j'ai beaucoup aimé aussi finalement quelque part le cheminement du patient, le temps de continuité, le temps avec l'exemple que vous avez montré, il n'était pas prêt, puis il est devenu prêt et je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'il y a 2 questions ? N'hésitez pas. Alors,
du coup, moi, j'en posais une, effectivement, parce que j'ai vraiment été intéressé par cette notion, finalement, le cheminement. Souvent, les médecins, ils adhèrent à des protocoles de recherche, à des essais cliniques, on est persuadé que ça va être bien pour le patient, etc. On se dit qu'on a des preuves scientifiques. Et comment on peut, finalement, faire en sorte d'avoir la notion que le patient n'est pas au même niveau, éventuellement, d'information que nous? Comment on peut l'accompagner? Est-ce que, dans vos expériences, vous avez des retours sur finalement, cette discontinuité qu'il peut y avoir entre les professionnels de santé et les patients? Oui, merci pour cette question. Je crois que c'était vraiment le centre du travail que j'ai fait sur l'expérience des patients inclus dans des essais cliniques, au sens où voilà, il y a toute une littérature qui très abondante, très ancienne aussi parfois, qui insiste sur effectivement ce que Pascal rappelait, c'est-à-dire la thérapeutique misconception, donc le fait que les patients saisissent pas toujours tout à fait bien ce dont il s'agit lorsqu'il s'agit de consentir à un essai clinique. Bon. Et c'est très difficile de proposer, d'améliorer ce degré d'éclairage. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire en faisant de la sociologie, c'est d'observer comment, malgré le fait que les médecins en sont conscients et que les patients aussi le disent, ils disent, moi, j'ai pas lu, ou j'ai mal lu, ou j'ai lu rapidement la lettre d'information. Comment ils se mettent d'accord, quand même, par d'autres procédures. Et donc par une forme de négociation qui passe par des interactions sur le long terme. Et donc, c'est ce que j'ai appelé l'économie morale de l'essai clinique, c'est-à-dire qu'il y a des échanges qui se passent entre patients et professionnels qui passent par autre chose que l'intellect. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous des machines à calculer. Les patients, ils comprennent pas, ils n'ont pas le temps de faire médecine avant de consentir. Donc, ça passe forcément par autre chose. Donc, la légitimité, elle se construit dans des relations sociales, dans des relations interhumaines, qui ont une dimension morale dans la mesure où les professionnels donnent de l'espoir aux patients et les patients donnent leur confiance aux professionnels. Et cet espoir, il n'est pas un espoir... il y a une différence entre l'espoir et l'illusion. Donc, on voit comment les professionnels sont attentifs à donner de l'espoir sans trop en donner, en anticipant des échecs possibles. Et puis, de l'autre côté, la confiance, elle n'est pas nécessairement complètement aveugle. Et même si les patients ils disent « j'ai pas complètement tout lu », ils ont des points d'appui pour construire cette confiance. Cette confiance, elle se base sur je suis dans un grand centre de cancérologie, ce médecin, c'est quelqu'un de très diplômé, etc. Je la connais bien. Il y a toutes sortes de manières pour les patients de construire cette confiance. Donc l'idée, c'est de dépasser un peu une vision un petit peu intellectualiste et abstraite du consentement, qui consistera à dire, la seule légitimité de l'entrée dans un essai clinique, c'est la compréhension ou l'éclairage du consentement. En réalité, le consentement, c'est un processus social et relationnel. Voilà. Plusieurs reprises a été utilisé le terme de thérapeutique misconception. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu, effectivement, ce que ça enveloppe comme concept ? Oui, la thérapeutique misconception, c'est tout simplement le phénomène un peu psychologique qui consiste pour les patients à surestimer la valeur thérapeutique de l'essai clinique auquel ils participent par rapport à la dimension scientifique. Donc ils vont mettre un peu trop d'espoir ou carrément considérer qu'en fait c'est un traitement et que c'est pas un essai clinique. Voilà. Bon, globalement c'est ce phénomène-là. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question parce que je trouve ça très intéressant de regarder les différents sens en fait que peut avoir ce continuum en fonction des contextes dans lesquels on les étudie. Et je m'interroge sur la proposition de dire que dans la génétique on va plus de la recherche vers le soin. Je le prends bien comme une hypothèse à travailler. Je trouve que c'est intéressant de poser la question comme ça. Et je me demandais dans quelle mesure c'était spécifique aux formes de génétique. Parce que si j'entends bien,
cette idée-là, vous la sortez de contexte de génétique prédiction, de BRCA sur la prédiction du risque, alors que la génétique clinique est aussi, celle dont nous parlait Laurence, de diagnostic, de prise en charge de patients, dans lequel, pour le coup, il y a du soin directement là, quoi. C'est pas, enfin, dans quelle mesure, et puis de la même façon, de l'espoir, on en vend aussi dans les essais précoces d'oncologie, enfin, même si l'incertitude, je trouve ça très intéressant d'analyser ça sur l'incertitude, mais ce que je veux dire, c'est que dans quelle mesure ces sens multiples des continuums sont aussi dépendants des contextes plus que de grandes catégories. Enfin, voilà, c'était une réflexion à partager. Merci beaucoup. Enfin, je pense que oui, c'est une idée qui m'est venue à partir de la mise en miroir de ces deux terrains. Voilà. Mais c'est effectivement des terrains qui sont bien spécifiques. Hein. La recherche clinique en oncologie, elle est bien particulière aussi. Et puis, vous avez raison, c'est très différent en oncogénétique, dont je me suis appuyé plutôt sur l'oncogénétique, mais dans la recherche que j'avais menée donc avec Sandrine de Montgolfier et puis Dominique Stopaglione, on avait inclus aussi Frédéric Galacteros, donc, qui travaille sur les maladies du globule rouge. Et là, effectivement, on est dans la clinique, et beaucoup plus que dans la recherche. Hein. Donc, il faudra être assez prudent. Et c'est pour ça que je pense que c'est plutôt une proposition que je faisais pour penser dans différents contextes l'articulation entre les deux. Puisqu'on voit bien qu'en fait, c'est vraiment une claudication, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une jambe qui avance de temps en temps. et on avance. Donc, clinique, recherche, clinique, soins. Donc, voilà. Mais je suis entièrement d'accord. Alors après, je n'ai pas une connaissance suffisante de tous les contextes de génétique pour pouvoir le dire. Mais voilà, moi, c'est la proposition du titre, hein, le continuum soins-recherche, qui m'a conduit à réfléchir comme ça. Allez, dernière question. Merci pour ça. Et en fait, quand vous parlez aussi des essais cliniques, il y a aussi le continuum, je dirais, entre les essais de précoce de phase 1, phase 2 et phase 3. Est-ce qu'on est dans la recherche ou est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans le soin, en fait, quand on est en phase 3 ? C'est une bonne question. Et puis il y a les phases 4 aussi, et les phases 0. Oui, ça se pose différemment, effectivement, puisque, alors même si maintenant il y a des inclusions précoces en essais précoces, voilà, oui, il y a un vrai continuum, mais effectivement, l'exemple que je prenais de ce patient qui était préparé par son parcours à entrer en essai clinique, il fonctionnera moins pour des patients qui rentrent tout de suite en phase 3, quoi. Donc voilà, ça se pose un peu différemment aussi, effectivement. Merci. Oui, allez-y, bien sûr. Non, mais c'était juste un commentaire, et ça peut engager aussi une discussion qu'on continuera plus tard, Benjamin. C'était pour revenir sur la question du consentement et de la relation qui se construit entre le médecin et puis le patient, dans le cas des études. Il m'a semblé que tu as peut-être tendance à mettre d'un côté la relation en tant que telle, et puis de l'autre le formalisme, la théorie du consentement. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que le consentement éclairé, il se traduit aussi par des procédures pratiques qui vont du coup cadrer l'interaction elle-même. Il va y avoir des relations, des interactions autour de la fiche de consentement. Est-ce qu'on la lit, est-ce qu'on la lit pas, par qui c'est présenté, on va demander de contresigner, il y a des gens qui oublient leurs lunettes, du coup comment on fait, etc. Donc c'est aussi sans ces petites choses-là qu'on peut voir finalement à l'œuvre le travail dans l'interaction même du cadrage juridico-philosophique. Donc je pense qu'il faut regarder aussi cette relation patient-médecin comme étant également informée par cette architecture. Voilà. Oui, complètement. Moi, je suis d'accord. Enfin, notamment, ce moment de la signature du formulaire de consentement, il est censé marquer dans les pratiques la distinction, la rupture, la discontinuité, soit en recherche. Et c'est à ce moment-là, justement, que on essaye de construire de la continuité.
Parce qu'il y a ce moment qui est imposé par la loi qui marque la différence. Donc les acteurs, ils vont essayer de produire de la continuité, de l'articulation, je dirais. Très bien, merci beaucoup. Donc on va passer à la dernière intervention de cette table ronde. Et donc c'est le professeur Man Zawati qui nous fait le plaisir de venir de Montréal. Et donc il est directeur exécutif du Centre de génomique et de politique du département de génétique humaine. Et il est membre associé de l'unité éthique biomédicale de la division de médecine expérimentale de McGill. Donc on vous laisse la parole pour nous apporter une expérience, on va dire, internationale, même s'il y a une petite culture francophone, on va dire. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et un grand plaisir d'être avec vous ici à Paris. Je vais essayer d'être bref pour le temps. Je vais vous parler un peu de quelques expériences, surtout au niveau des bases de données. Et donc, on a souvent mentionné les bases de données pendant les différentes allocutions. Quand on pense aux bases de données, puis on pense au continuum recherche clinique, on se pose souvent la question suivante. Comment est-ce qu'on peut transformer les découvertes scientifiques de base vers des interventions ou des outils cliniques qui sont efficaces, qui sont utiles? Puis généralement, ça nécessite plusieurs étapes. La première, prolifération des bases de données en génomique. Et quand je parle de prolifération, on parle des centaines, des milliers, des centaines de milliers de patients ou de participants. On a aussi besoin d'outils de programmation digitale qui vont être complémentés par un processus d'accès aux données qui est rapide. Donc, c'est très, très important. Et finalement, l'implémentation elle-même efficace des applications cliniques qui sont issues de la recherche. On a parlé de continuum aujourd'hui. Des fois, on peut peut-être le percevoir comme étant linéaire. Moi, j'aime le voir plus comme un cercle qui, je l'espère bien, vertueux. Donc, la recherche, la clinique vers la recherche. Et la pandémie, ces dernières années, nous a vraiment poussé à accélérer les échanges et les discussions sur ce sujet plus spécifiquement, mais également, il nous a poussé à prendre des décisions rapides. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faciliter la participation des patients en clinique vers la recherche. Et il y a deux approches possibles. On peut parler de recrutement de patients pour la recherche directement. La deuxième, c'est le recontact de patients pour des recherches qui sont un peu plus ciblées. Au Québec, on a un peu une approche similaire où on peut consentir les gens à la recherche, mais généralement, c'est extrêmement limité lorsque c'est en clinique. Ce qu'on utilise comme processus, c'est vraiment un processus de recontact où on va permettre aux patients d'accepter d'être recontactés plus tard pour participer à la recherche. Donc, je vais parler un peu de ces deux points-là rapidement. Le recrutement de patients directement, ça, c'est l'approche très traditionnelle, une soumission à un comité d'éthique, un consentement écrit. Mais ici, surtout pendant la pandémie, c'était la création de SOP très clairs pour les membres issus de la clinique parce que c'était eux qui prenaient le consentement. Ce n'étaient pas les membres de l'équipe de recherche qui sont traditionnellement ceux qui font ou qui prennent les consentements parce qu'il y avait des limitations. Il y avait des limitations au niveau des ressources, puis il y avait aussi des limitations pratico-pratiques. Le patient qui est atteint de la COVID au début de la pandémie, mais il n'y a personne qui le visite sauf certaines personnes. Et donc, c'est là aussi on a utilisé le consentement verbal, et ainsi de suite. Il y a deux biobanques ou deux bases de données qui ont été créées pendant la pandémie. Donc, au Québec, il y a la biobanque québécoise de la COVID-19, mais aussi au niveau canadien, on a mis en place une base de données de séquençage du host, donc de la personne elle-même qui est atteinte de la COVID, qui s'appelle HostSeq. Une des problématiques qu'on a, c'est on a besoin de grand nombre de participants, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir faire ça toujours d'une manière prospective. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est on a dû intégrer des données de patients qui ont déjà été recrutés pour la recherche avant. Et donc, c'est une intégration qu'on appelle rétrospective, mais ça a nécessité qu'on crée des filtres
au niveau du consentement pour s'assurer que les éléments de base du consentement qui vont nous permettre de partager ces données-là sont en effet présentes pour qu'on puisse le faire. Et bien sûr, lorsqu'on crée cette base de données, il faut s'assurer qu'on a un processus d'accès qui est efficace. Donc, ce qu'on fait, c'est on appelle ça un processus unique qui permet, malgré le fait que ces données-là proviennent de plusieurs institutions au niveau du Canada, on a créé un système qui permet aux chercheurs, que ce soit aux Canadiens, que ce soit aux chercheurs internationaux, de pouvoir accéder à ces données-là via un portail unique et via un processus d'évaluation unique qui inclut un comité d'accès. Donc, ce n'est pas un comité d'éthique, c'est un comité d'accès des experts, en fait, là, qui font l'évaluation de ces éléments-là. Pour ce qui est du recontact des patients pour des recherches ciblées en génétique, on le fait souvent, mais surtout au niveau des cas de maladies rares. Donc, c'est un processus de recontact lors du consentement clinique. Lorsqu'on utilise le séquençage génomique, on a quelque chose en fait d'écrit, ce n'est pas nécessairement verbal. Et dans cette documentation-là, on va demander aux patients s'ils souhaitent être recontactés plus tard pour participer à des projets de recherche. Ce n'est pas un consentement à la recherche, c'est un consentement à être recontacté. Donc, il y a une différence, ils ne vont pas participer à la recherche. Et la raison pourquoi on ne fait pas ça, c'est parce qu'on veut s'assurer qu'on puisse utiliser des données qui ne sont pas anonymisées, des données qui sont codées, qui sont des données riches, en fait. Et ça nécessite qu'on leur informe beaucoup plus amplement du processus, de la recherche en question. Et ce qu'on a aussi créé, c'est des registres. Et on le fait présentement au niveau québécois, mais aussi au niveau canadien. On crée des registres de patients qui ont accepté d'être recontactés. Ça va permettre aux chercheurs qui souhaitent faire des projets de recherche, mais d'avoir un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus ciblé. C'est sûr qu'on doit s'assurer de bien entraîner les professionnels de santé, parce que c'est eux aussi qui vont être présents lors du consentement. Et finalement, je veux terminer avec quelques défis. Et en fait, un grand défi, c'est celui du couplage de données ou du data linkage. Souvent, on parle ici de données qui sont des données gouvernementales, qui sont accessibles via des portails gouvernementaux. C'est un processus qui est lent, c'est un processus qui est complexe, il n'y a pas vraiment de consistance dans ce processus-là, ce qui fait en sorte que les chercheurs peuvent, des fois même avec un consentement leur permettant ce couplage de données, prendre 6, 8, 10 mois à recevoir cette information. Et ça, bien sûr, ça affecte leur projet de recherche, ça affecte cette capacité translationnelle-là. Au Québec, le législateur présentement travaille sur une refonte. Il y a un projet de loi, on appelle le projet de loi 19. L'idée ici, c'est de décloisonner l'accès en créant un portail unique pour la recherche. Il y a encore des discussions là-dessus. Des questions aussi par rapport aux partenaires privés ou aux chercheurs issus du privé qui pourront aussi avoir accès. Est-ce qu'ils pourront l'avoir directement? Est-ce que ça doit passer par une collaboration avec le public? Ce sont des questions qu'on a présentement. Mais l'autre problématique, c'est que c'est bien beau d'avoir quelque chose au niveau provincial, mais si on veut s'assurer d'une plus grande probabilité statistique, c'est généralement des projets au plan national. Le Canada étant une fédération, mais chaque province a leur propre système, ont leur propre base de données, qui fait en sorte que même si on a un processus rapide, puis on l'espère bien au niveau provincial, il y a encore un défi au niveau national. Et finalement, je pense qu'il y a un rôle beaucoup plus important, et on l'a mentionné, je pense, à plusieurs reprises, mais c'est celui des patients partenaires. Ils ont un rôle important à jouer en poussant ces questions-là et en mettant pression sur le législateur, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral au Canada, et on l'espère bien dans d'autres juridictions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on avait débuté en retard, on a le temps quand même pour 2 questions au moins, et il y a déjà une main levée.
Merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment extrêmement intéressant et je voulais vraiment prendre la parole à la fin de vos 4 interventions pour aussi peut-être rappeler, et Pascal l'a un peu évoqué, que nous opérons également dans un cadre juridique. Et le cadre juridique du consentement dans le contexte du soin ou de l'information dans le contexte du soin et dans le contexte de la recherche, ce sont 2 cadres malgré tout qui ont été longtemps très autonomes. Depuis que la génomique et la génétique ont fait de grands progrès, c'est moins vrai parce que notamment dans le cadre de la nouvelle loi de bioéthique, ce continuum ou ce cercle, je préfère aussi l'idée de cercle, soins vers la recherche qui reviendrait vers le soin, c'est maintenant très bien identifié dans le Code de la santé publique pour la génétique. Je pense que ça crée énormément de difficultés, de compréhension de la part des professionnels. On parle de therapeutic misconception, c'est peut-être ça, c'est clairement le vécu de la part des patients, mais de la part des professionnels aussi. C'est très compliqué de savoir à quel moment ils se situent avec leur casquette de soignants, qui donc déroulent un certain nombre d'obligations en termes de droit, hein, et quand est-ce qu'ils se trouvent dans leur situation de chercheurs, et où là aussi ils ont un certain nombre d'obligations qui sont bien différentes en fait. Et donc on se retrouve dans une complexité, certes de pratiques que vous avez tous évoquées. Eman sait très bien de quoi je parle, il connaît excessivement bien cette difficulté de aussi caler nos cadres juridiques, soins et recherche face à un cercle. Nous, en droit, on aime bien faire des boîtes. Et là, on est vraiment dans une dimension qui est beaucoup plus transversale. Donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, en tout cas, au niveau du droit français, a progressé. Alors, est-ce que ça va marcher sur le terrain ? Ça, je ne m'engage pas à le dire, je ne sais pas. En tout cas, le législateur a vraiment pris en compte cette circulation de l'information et de l'analyse des échantillons biologiques au regard de la génomique. C'est quelque chose qu'on avait identifié, en fait, il y a très longtemps, cette problématique avec les biobanques, mais qui n'a jamais véritablement trouvé sa place dans le droit. Là, pour le coup, pour la génomique, ça a trouvé sa place, donc à voir en termes d'évaluation des pratiques dans le futur, si vraiment ça joue son rôle aussi de clarification des différents enjeux sociaux, éthiques que vous avez, et professionnels que vous avez déjà mis en évidence. Est-ce que le droit va jouer son rôle ? Question mark. Quelqu'un veut-il réagir ? C'est intéressant d'effectivement de se rebaser sur le droit. Vous vous rappelez la loi de bioéthique, effectivement. On a parlé de data sharing, de data linkage. On a le problème, effectivement, certains parlent de souveraineté nationale de certaines données génomiques. Comment on partage tout ça ? Dans quelles conditions ? Comment le patient est informé ? Enfin, effectivement, ça pose un certain nombre de questions. Peut-être vous voulez réagir dessus ? Non, en fait, la réaction, c'est d'être en accord, en effet. La seule chose que je dirais, que j'ajouterais, c'est aussi de bien cibler les acteurs qui viennent interpréter ces éléments-là. On a remarqué souvent, pendant la pandémie, surtout pendant la pandémie, peut-être c'est parce que c'était un état d'urgence, et c'est pour ça que ça a peut-être fonctionné à ce moment-là, que plusieurs des éléments qu'on pensait impossibles ou impraticables sont soudainement devenus possibles. Et l'argument est le même. Ça n'a pas changé avant ou après la pandémie. Mais c'était les acteurs qui étaient impliqués dans ces discussions-là qui ont fait en sorte que ça a vraiment soit passé ou pas. Mais généralement, je parle de comités d'éthique de la recherche, par exemple, qui ont fait face pour la première fois à des questions quand même assez difficiles pendant la pandémie, surtout au niveau des capacités et des ressources et de ceux qui font les consentements ou qui prennent les consentements et le type de consentement qui est utilisé, malgré que le droit crée un système spécifique, il y a place à interprétation et ça nécessite un dialogue pour pouvoir le faire, mais quand même, il reste encore des complexités, là. Bien, merci beaucoup. Je tiens à remercier vivement les 4 intervenants pour la qualité de leur intervention et puis les réflexions qu'ils nous ont données. Il reste du travail et on voit que c'est important de croiser les regards juridiques, éthiques, sociologie, paramédicales, médicales. J'espère que ces initiatives du plan vont se continuer, que de toute façon, il y a d'autres initiatives au niveau national ou international à ce sujet. Et je remercie les organisateurs de cette journée. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Anne Comont-Thompson pour la conclusion et la synthèse de ces rencontres. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et merci pour toutes ces tables rondes, ces réflexions et ces échanges. Et en fait, en vous entendant sur cette dernière table ronde, puisqu'on est dans les métaphores qui ont été... et on a parlé de cercle, finalement, il y a une autre image qui me venait et qui était... c'est pas tout à fait un cercle, c'est une ellipse, et qui est un vélodrome. Qu'est-ce qui se passe dans un vélodrome? Bon, évidemment, on pédale. Et si on s'arrête de pédaler, les vélodromes, ils sont comme ça. Hein. On tombe. Et quand on a les patients, tous ces différents acteurs, en fait, je voyais un vélodrome avec des tandems. Des gens qui pédalent en même temps. S'il y en a un qui s'arrête de pédaler, ben, c'est beaucoup plus dur pour l'autre. Et finalement, j'avais cette image de partenariat qui se passe et où on avance ensemble, à un moment donné, un qui pédale plus vite que l'autre, etc. Et c'est finalement ça que cette discussion sur le continuum m'évoquait, où effectivement, ce partenariat... Et alors, par rapport à toutes les discussions qu'on a eues avec différentes disciplines qui discutaient, et très souvent, et je me disais, mais il faut aussi avoir de la réflexivité sur ses propres vocabulaires et pratiques. Si on veut avoir du partenariat, le patient partenaire, etc., c'est vrai aussi dans les sciences humaines et sociales. Quand il y a des sociologues ou des... Moi, ou de façon générale, je ne veux pas être un terrain, je veux être un partenaire. Et donc, dans la façon de faire les recherches en sciences humaines et sociales, au moins pour un certain nombre d'entre elles, se repose, question classique, des rapports entre le terrain, donc les gens, les partenaires, ou ceux qui sont étudiés, et ceux qui pratiquent les recherches. Et je pense qu'il n'est pas inutile et que le plan, justement, qui travaille beaucoup sur l'interdisciplinarité et les partenariats avec des acteurs extrêmement variés, de se reposer la question aussi de comment on traduit ce partenariat dans le cadre des sciences humaines et sociales. Alors, c'est une question à vous tous. Alors, faire une synthèse, c'est compliqué, hein, à chaud comme ça, mais il y a un certain nombre d'éléments, ça c'en était un. Le deuxième qui m'est venu à l'idée en écoutant, c'est qu'en fait, quand dans le plan on parle de la recherche et de l'organisation et des comités mis en place pour donner accès aux données, on pense à la recherche sur les données issues du séquençage. Et au bout du compte, donc il y a l'organisation, la construction du cadre pour donner accès à la recherche. Mais en écoutant toutes vos contributions sur les recherches qui se font ou que vous avez envie de faire ou que vous suscitez, il y a vraiment tout le long de ce parcours et toutes les étapes du plan, il y a de la recherche qui vous intéresse, les uns ou les autres, et qui sont riches d'enseignements, quand on a des résultats, pour le plan. Donc je pense qu'au niveau du plan français de médecine génomique, il faut aussi concevoir, au moins en ce qui concerne les sciences humaines et sociales, mais peut-être aussi pour des aspects technologiques ou autres, le rapport plan et recherche sur autre chose que les données issues, au bout du compte, au bout d'un parcours et au bout de la construction des bases de données du CAD. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sans doute évident quand on fait les recherches qui ont été exposées ou suscitées, mais en tout cas qu'il n'est pas quand, au sein des acteurs du plan, on parle de l'ouverture à la recherche, où c'est finalement les données au bout du compte, quoi. Et je pense que ça, c'est peut-être à intégrer dans les réflexions au sein du plan. Et puis il y a aussi une chose qui m'a frappée, c'est que personne n'a osé poser la question, mais écoutez, on fait des choses autour de la médecine génomique, mais en fait c'est quoi? Et on a vu apparaître, c'est quoi la médecine génomique dont on parle? On a vu apparaître, au niveau du plan, c'est l'utilisation dans le soin du séquençage. On a vu des exemples à travers ce que les différentes tables rondes ont apporté
de finalement beaucoup d'autres dimensions de la médecine génomique. On a parlé de tests dans prénatal, on a parlé on a parlé aussi de diffusion ou de tests en population. Et tout ça, c'est effectivement, disons, l'irruption ou l'application de la génomique dans le cadre de la médecine à ces différents niveaux. Et je pense que ça serait, alors si on est dans la perspective maintenant, ça serait très intéressant, puisqu'on a déjà fait ce partage-là sur ces différents aspects. En fait, la médecine génomique, on dit plan français de médecine génomique au singulier, mais on a des médecines génomiques avec différentes dimensions. Ça serait dommage de réduire la médecine génomique à ce que fait le plan, puisqu'il y a plein d'autres dimensions. Or, il prend son envol, il s'implémente, et donc il y a ce risque, en fait, que dans le public, la médecine génomique soit réduite à ce que fait le plan de médecine génomique. Et je pense que là aussi, il y a probablement, peut-être au niveau de l'information, même de l'information via le plan ou via l'agence de biomédecine, ou via de garder sa complexité et sa diversité à ce que les médecines génomiques apportent et recouvrent. Et c'est peut-être une façon aussi de montrer toutes ces différentes facettes et que finalement cette complexité, elle est inhérente à toutes ces différentes dimensions qui se combinent et qui s'éclairent les unes les autres, puisqu'on a vu que on discutait à propos du plan de médecine génomique, mais on a utilisé comme base de discussion tout ce qui était fait, finalement assez peu sur le plan de médecine génomique, le plan national, mais fait sur d'autres aspects de l'application de la génomique dans différents contextes médicaux. Donc voilà un petit peu mes élucubrations à propos de ces rencontres. Alors bien entendu, chacun de vous pourrait avoir des lectures et des commentaires complètement différents de ce que ça m'a évoqué. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour donner un prolongement et mettre en application finalement ce que je vous disais dans l'introduction hier. Sciences humaines et recherche en sciences humaines et sociales, c'est inclus dans les mesures dont est chargé de contribuer à l'application le groupe de travail sur éthique, réglementation, régulation et société. Donc comment on va faire? Alors je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que ce groupe, je vous ai dit qu'il y avait une action thématique qui était autour des sciences humaines et sociales, puis après il y a les autres actions thématiques autour du consentement, des données, etc. Et pour l'instant, il était en sommeil, cette action thématique du côté des sciences humaines et sociales, et je pense qu'on pourrait considérer que ces rencontres, c'est le réveil de cette partie où on dit maintenant, on va pouvoir faire des choses. On n'est pas trop appelé dans un coin, mais il y a toute une dynamique dont j'espère ces rencontres ont permis en tout cas la révélation, si beaucoup de collaborations existaient déjà entre pas mal d'entre vous. Donc ce groupe, pour cette action-là, il va se remettre en action, disons, en route. On verra au niveau des acteurs du plan comment on fait rentrer des personnes dans ce groupe pour spécifiquement cette action thématique-là. Donc là, je n'ai pas la solution. Il faut respecter les procédures de constitution des groupes de travail du plan. Mais les uns ou les autres, il est probable qu'on fera appel dans la mesure où on peut difficilement avoir une action thématique autour de la recherche en sciences humaines et sociales sans la participation des acteurs de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a parlé hier du fait que ces actions de recherche existaient au niveau du plan, sont écrits. Alors je ne sais pas si c'est du marbre, un plan national, mais enfin c'est écrit dans un document de référence. Et puis qu'en face, il n'y a pas les petits euros là, qui aident bien quand on a des choses à faire.
il n'y a pas de ligne financière de budget. Donc effectivement, toutes les recherches que vous avez présentées les uns ou les autres, ça se fait avec des financements que vous êtes allés chercher, solliciter dans les différentes institutions qui financent des recherches dans ce domaine-là. Donc il y a peut-être une action à faire vers orienter les appels d'offres vers ce qui pourra être des recherches dans le domaine de la médecine génomique sur les différentes institutions qui ont déjà des axes là-dessus. Donc ça, répertorier ça. Il y a la dimension européenne. Donc je disais hier qu'on a eu j'étais très contente d'avoir une intervenante de Suède et un intervenant du Canada aujourd'hui pour ne pas perdre de vue la dimension internationale. C'est vrai pour le cœur des recherches, c'est vrai aussi pour les financements. Donc je pense que dans ce groupe de travail, il va y avoir un aspect très terre-à-terre sur répertorier les sources de financement, voir quelles actions il y a à faire pour que les financements, quelque part, se mettent à exister et que des projets puissent être présentés. Alors pour que des projets puissent être présentés, il faut les construire. Et ça, j'espère qu'il va y avoir un prolongement des interactions qui existaient déjà avant cette réunion et qui se sont peut-être confortées, où il y a eu de nouvelles conversations à ce sujet. Et là aussi, il faut qu'on voit quel type de support on peut avoir pour maintenir et permettre l'éclosion de la construction de ces projets. Et là encore, il faut qu'on discute un peu sur les possibilités. Il y a eu, je vous l'ai dit hier, un comité de programmation pour ces rencontres. Et de façon non surprenante, je pense, on va certainement revenir vers les personnes qui ont aidé à construire ce programme pour voir comment on peut, justement au niveau d'outils, favoriser le maintien des interactions. Puis après, il y a toutes les interactions informelles, ou comme d'habitude, j'allais dire, en recherche, qui sont importantes. Il y avait dans ces rencontres des grands absents au niveau d'acteurs, qui étaient par exemple les bioinformaticiens, qui sont hyper importants pour un plan, enfin en tout cas le plan français de médecine génomique, qui sont hyper importants dans l'interprétation à beaucoup de moments, qui sont une discipline ou un ensemble de disciplines et qui étaient, visiblement, il y avait autre chose à faire, ils n'étaient pas concernés directement par ces rencontres. Et je pense qu'il y a des acteurs qui n'étaient pas présents et qu'on a pu, dont on a peut-être manqué de contributions dans ces rencontres. Bon, c'est faisable, c'est peut-être pas les dernières rencontres, il y en aura peut-être d'autres. C'est une proposition que j'aurai de recommencer ça sous différents formats ou différents aspects. Et voilà, et donc on en est là pour le moment. En tout cas, il ne faut pas que ça s'arrête à la sortie là, tout de suite. Et je voulais surtout vous remercier tous, et ceux qui étaient là hier et qui ne sont pas aujourd'hui aussi, et qui sont pas là aujourd'hui aussi, pour toutes ces contributions. C'était très riche, ça interroge à plein de niveaux. Et j'espère que ça va continuer et que ces interrogations se traduiront par effectivement des questions de recherche avec cette dimension de partenariat que je soulignais dans le début de mon topo. En tout cas, merci. Merci au plan d'avoir permis ces rencontres. Merci à tous ceux qui, Lucie en particulier, ont permis la tenue en pratique de ces rencontres. Et voilà, et donc on va continuer. En tout cas, merci à tous. Si les uns ou les autres voulaient dire quelque chose, vous pouvez. Oui, je crois qu'il y a une petite annonce importante que voulait faire Christine. En fait, pendant qu'elle met la présentation, Christine Lemaître s'occupe des fonctions auprès du comité d'éthique de l'INSERM, qui fait chaque année une journée. On a quelques membres dans la salle, là.
une journée du comité d'éthique de l'INSERM qui aura lieu au mois de novembre, enfin ça va venir, le 8 novembre. Et il faut que tu arrêtes ça, tu appuies sur arrêter. Et qui aura cette année comme thématique axe principal les données massives dans le domaine de la santé. La génomique est un des exemples, mais de façon plus large, et toutes les questions d'éthique qui se passent autour des données massives en santé. Donc c'est particulièrement intéressant dans le prolongement de ces rencontres. Et vous êtes tous sollicités, invités à participer à cette réunion, donc le 8 novembre à Paris. Et je pense que c'est peut-être une étape dans notre discussion en prolongement de ces rencontres qui pourront se faire. Donc c'est données massives de santé, enjeux éthiques pour la recherche, avec tout un programme le 8 novembre. Et vous êtes tous cordialement invités. Et on pourra peut-être avoir des discussions suite avec cette borne, cette étape constituée par le comité d'éthique de l'INSERM. Oui, merci. Bon, donc pour préciser un petit peu, cette journée annuelle du comité d'éthique, elle se déroule en 2 parties, comme tous les ans. Donc on a une grosse matinée qui est sur un thème spécifique par année. Donc cette année, ce sera les données massives de santé, les enjeux éthiques pour la recherche, avec une première partie sur les questions éthiques autour de la création de la donnée de santé, la donnée primaire, puis ensuite celles qui sont soulevées par la réutilisation des données de santé pour la recherche. Et donc dans tous les cas, vous verrez dans les intervenants, on a des gens qui ont été cités ou des projets qui ont été cités comme la cohorte Constance. On aura aussi l'avis du CCNE et du CNPEN, qui sont donc le comité national pilote d'éthique du numérique, sur ces questions. Et puis une table ronde qui sera animée par Christine Dosquet, qui est membre du CEI et présidente du comité d'éthique de la recherche de l'INSERM. Puis l'après-midi, les travaux, les groupes de travail thématiques du comité présenteront leurs travaux. Donc là, bon, c'est encore préliminaire, mais on a notamment le groupe Genre et Recherche en Santé qui présentera les conclusions de leurs études spécifiques sur les enjeux éthiques de l'usage des technologies numériques dédiées au contrôle de la fertilité des femmes. Vous savez aussi qu'on a un plan fertilité en ce moment. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, tout le monde sera invité. On essaiera de faire en sorte que vous ayez l'information pour pouvoir vous inscrire. Ce sera une journée à l'amphithéâtre Buffon le 8 novembre, en présentiel et également normalement par voie en visioconférence. Voilà. Merci beaucoup.